Yoann Barbero est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder cette interview en exclusivité. Vous avez fui la Russie, vous êtes rentré en France hier soir. Vous allez nous raconter toute cette histoire incroyable. On le voit sur ces images, vous avez retrouvé vos proches hier soir à Roissy après 2 ans et demi de cauchemar. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'imagine que c'était pour vous quand même un énorme moment d'émotion. Ouais, oui, je le revois, ces images, je les revis un peu. Oui, c'est surtout l'arrivée dans un monde que je ne connaissais plus. Depuis 3 ans, je vivais dans un tout autre monde, une toute autre réalité. Et voilà, c'est le retour dans le réel. Expliquez-nous comment vous avez réussi à revenir en France et où vous étiez caché pendant tout ce temps. Alors, où étais-je? Je peux le dire maintenant, j'étais à Moscou. Voilà. Où à Moscou? J'étais à l'ambassade de France à Moscou, on peut le dire maintenant. Depuis 1 an? Depuis 1 an, depuis un peu plus d'1 an même. Et j'ai pris la décision, donc, ces derniers jours, de partir de l'ambassade et par mes propres moyens de franchir la frontière de manière illégale. Pour aller dans un autre pays, enfin dans un pays européen. Dans un pays européen que je ne dévoilerai pas pour protéger certaines personnes qui m'ont aidé, des Russes. Pour ne pas les mettre en danger. Qui risquent leur vie aujourd'hui, qui ont pris des risques pour moi. Donc on ne parlera pas des détails si ça ne vous ennuie pas. Mais pas de problème. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce moment précis? Ce moment parce que je savais évidemment que le reportage d'Envoyé spécial arrivait. Et pour moi, c'était une forme de garantie que si ça se passait très mal sur le chemin, eh bien, espérais-je, on ne m'oublierait pas dans les médias les jours suivants. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez fui, entre guillemets, par vos propres moyens. Vous avez quitté l'ambassade de France à pied, quasiment, pour rejoindre un pays européen. Enfin, comment vous avez pris cette décision d'agir seul, avec tous les dangers que ça représentait? Parce qu'il y a beaucoup de dangers à la clé. Bien sûr, j'ai risqué ma vie, j'ai vraiment risqué ma vie ces derniers jours. Je suis passé à, je ne vais pas dire où je suis passé, mais je suis passé à un endroit où on tire sur les gens, où on peut lâcher des chiens qui sont là. Quand ils passent la frontière? Pour vous arracher un bras ou peu importe, en tout cas vous arrêtez. Donc oui, j'ai risqué ma vie pour ma liberté, pour mon honneur aussi. Et puis parce que c'est aussi, vous l'avez compris, le reportage le dit assez bien, c'est une faillite diplomatique assez visible. En tout cas, une faillite de certains représentants de l'autorité française. Alors, on va revenir dans un instant à la position, à l'attitude des autorités françaises à votre égard. Mais il y a une question qu'on est obligé de vous poser, parce que quand on regarde toute cette histoire, on a l'impression de regarder un film d'espionnage. Est-ce que vous avez été un agent français ou est-ce que vous avez été proche des services pour que les autorités russes vous en veuillent autant? Non. Alors, il est possible que les autorités d'Irkoutsk les pensaient. Non, mais attendez, si vous étiez un agent, vous me diriez non quand même. Oui, voilà, donc vous voyez, donc la question est impossible. Mais non, parce que nous, si vous voulez, on se dit, en tout cas moi, je me dis, française lambda, j'aurais jamais pensé à mettre du papier d'aluminium sur mon bracelet électronique. J'aurais pas forcément pensé non plus à mettre mon téléphone dans un bus. Ce sont des informations qu'on trouve en cherchant bien sur Internet. Et c'est tout? Oui, en faisant des recherches. Oui, non, mais c'est vrai que pendant ces derniers mois, passer une frontière, ça se fait pas comme ça. J'ai étudié des cartes satellites pendant des mois. Je me suis préparé, j'étais équipé, j'ai eu des complicités. Oui. Oui, peut-être que je pourrais être employé maintenant de la DGSE. Non, je pense pas. Là, ça manquerait sérieusement de discrétion maintenant. Alors, ce qui est frappant, vous l'avez dit dans votre histoire, c'est la manière dont vous êtes vite retrouvé seul. Vous étiez le directeur de l'Alliance française à Irkoutsk. Pourquoi la France n'a-t-elle pas mobilisé l'opinion publique sur votre cas? C'était une stratégie, le reportage, vous voyez la gêne de l'ambassadeur, on le voit dans le reportage. C'était une stratégie, ils pensaient aboutir et ils ont commis une série d'erreurs. Et ce qui est grave, parce qu'il y a des incompétences majeures dans cette histoire. On ne sait pas discuter avec les Russes, on se trompe d'interlocuteur. Et voilà, et petit à petit, une affaire qui était totalement locale devient une prise d'otage exploité par les autorités fédérales. Alors, vous nous dites incompétence, mais on a aussi, à un moment, nous, l'impression, en regardant ça de l'extérieur, que vous étiez peut-être embarrassant pour les autorités françaises. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est la manière dont vous le vivez? Embarrassant, je pense que ce qui les a embarrassés, c'est surtout leur impuissance, en fait, leur incapacité. Et c'est peut-être ça qui est nouveau aujourd'hui dans les relations franco-russes. On voit qu'il y a quand même une domination extrême de la Russie dans la relation bilatérale. C'était inimaginable il y a 5 ans, ça, qu'un agent du ministère des Affaires étrangères soit attaqué de cette manière, avec cette outrecuidance-là, et que les autorités françaises ne puissent rien y faire pendant 2 ans et demi.
c'est totalement nouveau. Ça dit quelque chose de la relation franco-russe aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on vous en voulait à vous? Pourquoi les autorités russes vous en voulaient à vous? Alors, les autorités russes, attention, c'est très local au départ. Hein. Oui. Il faut parler surtout des autorités d'Irkoutsk. Ça vient du FSB, ça c'est évident. Le dossier commence comme ça. Hein. Le dossier d'enquête, c'est le FSB qui lance quelque chose contre moi. Alors après, c'est un contexte local qui est compliqué à expliquer. J'en parlerai demain de manière détaillée dans une conférence de presse qui aura lieu à Nantes. Mais voilà, c'est un mélange de contexte local, très local, et puis international, la crise ukrainienne, les Mistral, voilà, toute cette affaire. Est-ce que vous en voulez à la France? Est-ce que pour vous, l'affaire Barbero est terminée? Je rappelle que même si vous êtes rentré en France et que vous avez retrouvé votre famille, vous êtes toujours condamné à 15 ans de colonie pénitentiaire en Sibérie, que vous avez un mandat d'arrêt Interpol assorti d'une notice rouge collée sur votre nom. C'est pas terminé. Ah non, c'est pas terminé. Bah non. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je suis bloqué en France. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous demandez à la France? Ce que je demande à la France, c'est de reprendre les négociations avec la Russie et que toutes les charges contre moi soient effacées. Alors, il y a aussi une chose qui est très claire. Vous demandez l'effacement de votre condamnation, des excuses? Des excuses, faut pas rêver. En revanche, ce qui est possible, c'est que pour l'instant, j'ai été condamné par défaut en Russie puisque c'était en mon absence. Donc le dossier peut tout à fait revenir en France et être pris en main par un magistrat français. Et moi, je suis pour qu'un magistrat français mette le nez dedans, parce que qu'est-ce que montre ce dossier a été monté de manière tellement grotesque, qui montre surtout comment la police d'Irkoutsk a fabriqué ce dossier, et c'est visible en fait dans la lecture du dossier même. Donc qu'il revienne en France. Je demande à être jugé en France. On va voir ce qu'on va voir et ce qu'on trouve dans le dossier. Merci à vous, Yohann Barbero. Merci, Élise.